Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Rencontre cette semaine avec l'auteur Jules Messot. En 2022, il sort Complice, imaginé en co-autorat avec Antonin Bocara et Arthur Anguilla. La même année, Acropolis sort chez Gigamic et remporte l'As d'Or Jeu de l'année à Cannes en 2023. Une surprise pour le jeune auteur qui travaille alors comme directeur artistique pour la maison d'édition Old Chap. Depuis, Jules Messot s'est pris au jeu et continue son beau parcours dans le monde ludique. L'interview s'est déroulée lors du salon professionnel de Vichy en septembre dernier. J'ai le plaisir de recevoir sur le podcast aujourd'hui Jules Messot. Bienvenue à toi. Merci, bonjour. On commence par comment tu es tombé dans le jeu. Je crois que c'est plus que le jeu de société au départ, c'est le jeu vidéo. Est-ce que je me trompe ? Non, t'as raison. C'est vrai que quand j'ai essayé de un peu creuser, de savoir comment j'étais arrivé ici, le jeu vidéo revenait souvent. Parce que quand j'ai commencé à travailler dans le jeu de société avec Old Chap, en fait, je jouais très très peu avant. J'avais 2 jeux à la maison, mais j'étais pas un immense fan de jeux de société. Par contre, j'avais joué depuis tout petit aux jeux vidéo. J'avais énormément joué à tout ce qui passait et j'avais aussi travaillé pendant une année entière, je crois, sur un projet de jeu vidéo indépendant. Et j'avais arrêté ce projet pas longtemps avant de commencer à bosser avec Old Chap. Donc j'avais déjà ce plaisir de game design, de réflexion, mais qui était pas en fait avec les mêmes questions que sur le jeu de société. Et c'est vrai que le passage de l'un à l'autre m'a passionné parce qu'en fait, c'est pas les mêmes problématiques. Et c'est ça qui m'attirait beaucoup. En gros, un jeu de société, tu peux pas te permettre d'avoir un ordinateur qui assiste la mise en place, qui assiste les règles. Et donc ensuite, tout ce qui était avoir le moins de règles possible pour pas avoir d'espace mental pris pendant le jeu, c'est des choses qui, encore maintenant, comptent énormément dans mon envie de faire les jeux, dans ma manière de faire les jeux. Ok. Et alors, tu as un parcours qui n'a rien à voir. Je crois que tu as fait des études d'architecture, Ouais. Ton premier métier. Oui, j'ai exercé 3 ans, donc j'ai été architecte à un moment, oui. C'est des études longues qui me passionnaient. J'étais à Paris quand je faisais mes études d'architecture. Et j'ai aussi bossé pendant 2 ans, je crois, avec des charpentiers qui étaient aussi architectes. Donc j'aimais aussi beaucoup le rapport au chantier, à la construction manuelle. Et on faisait surtout des constructions en bois, donc comme eux, ils étaient charpentiers. Et ça reste quelque chose qui est présent dans ma manière de travailler. Déjà, le rapport au prototype, la phase de découpe, etc. Comme moi, c'est plus un plaisir qu'une contrainte de fabriquer des prototypes. Je prototype régulièrement, je fais plein de mises à jour, souvent trop, mais parce que j'adore faire ça. Aussi l'aspect plastique, on peut dire l'aspect visuel, la place que prend un jeu sur la table, ça reste des choses qui correspondent à mes sensibilités. Parce que oui, ce que peut être la menuiserie ou la charpente, etc., tout ce rapport à la matière, c'est des choses qui m'attiraient, la façon de construire. Donc j'ai l'impression, en tout cas quand je prends du recul, que ça se voit dans ma manière de travailler les jeux de société aujourd'hui, donc parce que je pense que ça fait partie de mes sensibilités. Oui. Et cet aspect créatif, il faut l'avoir de toute façon dans ce métier d'architecte également. Donc finalement, la créativité, elle était toujours présente. Oui, c'est des métiers hyper proches en fait. Alors, je suis arrivé dans le jeu de société par le côté éditeur, et c'est encore très très présent, cette notion d'édition dans ma manière de faire des jeux en tant qu'auteur. C'est-à-dire que éditeur, c'est de la création, mais c'est aussi s'adapter à un public, s'adapter à un marché. Et ça reste des biais que je possède qui parfois me gênent, parce que quand tu fais de la création, c'est très bien d'être très très libre, de pouvoir aller dans des idées fortes et claires qui sont parfois éloignées de la réalité de l'édition. Et après, c'est en collaboration avec un éditeur, avec une maison d'édition, qu'on peut concrétiser ce projet. Mais souvent, je fais ce raccourci seul, et donc j'ai peur parfois de ne pas oser aller assez loin. Parce que souvent, je fais des choses que je sais éditables ou que j'estime adaptées au public actuel. Je pense que ça m'aide à proposer des projets qui parlent aux éditeurs, mais je sais que c'est des freins. Dans la création, dans l'idéal, il ne faudrait pas que j'ai ça. Oui, c'est vrai que j'en avais parlé de ça avec Benoît Turpin. Je crois, qui m'avait dit qu'effectivement, il avait une vision parfois trop dans sa création de jeu. Et d'ailleurs, ses co-auteurs lui disaient, mais arrête, t'es pas éditeur. Parce qu'en fait, il avait toujours une notion de quel public, est-ce que ça va coûter cher, etc. Et en fait, effectivement, un auteur ne devrait pas se brider. C'est ça, et je me bride énormément, mais c'est ma personnalité. Peut-être que même si j'avais jamais travaillé dans une maison d'édition, je me serais renseigné, ou je pense qu'en fait, ça correspond à ma personnalité. Et avec Benoît, qui habitait à Toulouse, moi, je suis encore à Toulouse. On a énormément travaillé ensemble. Il a fait partie des personnes qui m'ont apporté énormément d'outils, qui font partie de mes modèles dans ma manière de faire les jeux.
Là, il vient de déménager au Canada depuis très peu de temps. On a appris ça, il travaille chez Scorpion Masqué maintenant. Je les félicite. D'ailleurs, j'ai un projet avec Scorpion Masqué, donc c'est cool parce que maintenant, c'est lui qui va peut-être charger du développement. Il fait plein de choses chez Scorpion Masqué. J'ai l'impression qu'il est hyper transversal, donc il n'est pas du tout chargé du développement, mais il touche un peu à tout, donc il va quand même participer au projet. Okay. Et donc Benoît, c'est marrant parce qu'on a énormément d'affinités sur notre manière de voir les jeux, de travailler, mais quand on a travaillé ensemble, j'ai l'impression qu'il manquait cette différence. En fait, dans un duo où quelqu'un peut parfois aller très loin, l'autre est capable de le ramener dans des choses plus concrètes. Et en fait, on avait la même manière de penser, la même manière de travailler. Et c'était malheureusement, j'ai l'impression, pas forcément un bon duo, alors que j'adore travailler avec lui et réfléchir avec lui, mais on avait trop le même état d'esprit. Et peut-être qu'un bon duo, c'est des gens différents. Et je travaille beaucoup avec Alexandre Aguilar et Benoît travaille beaucoup avec Alexandre Aguilar. Et j'ai l'impression que ce sont deux bons duos parce qu'Alexandre, il n'est pas comme nous. Alexandre, c'est quelqu'un qui a des idées très éclectiques, qui a énormément d'énergie. Je pense qu'avec Benoît, avec moi, il retrouve peut-être la même chose de concret, mais qui sont des choses très chiantes mais utiles. Mais nous, on est l'aspect chiant du duo. Plus terre à terre. Très terre à terre. Ok. Alors, comment tu es arrivé chez All Chap ? Comment tu es passé d'architecte à finalement directeur artistique chez All Chap ? L'histoire, elle a commencé comment ? Par du copinage, on peut dire entre guillemets, et je pense que c'est très fréquent dans le milieu du jeu de société, qui est un tout petit milieu, que les choses se fassent par connaissance. Paul Adrien, qui est l'un des fondateurs de All Chap, qui supervisait un peu toutes les créations à ce moment-là, est un très très bon ami de ma compagne. Et donc, ça faisait des années que ma compagne lui disait que par rapport à ses envies de direction artistique, par rapport à ce qu'ils étaient en train de mettre en place, qu'en fait, je serais sûrement un profil hyper adapté à ce qu'ils cherchaient. Mais je ne connaissais pas du tout Paul Adrien. Régulièrement, ils en parlaient entre eux. Et à un moment, moi, je bossais dans une association où on faisait des ateliers pédagogiques autour de l'architecture. J'avais arrêté mon métier d'architecte parce que je me sentais trop bridé par rapport à la création. Et même si c'est un métier très très créatif, enfin non, c'est un univers créatif, mais en tant que métier, je ne retrouvais plus cette créativité. C'est un métier avec plein de contraintes, j'imagine, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi en architecture non plus. Non, du tout. Et puis, faire n'importe quoi. Les contraintes physiques, elles sont passionnantes, mais c'était les contraintes administratives et de réseautage qui me gênaient. Parce qu'en fait, c'est un métier où, malheureusement, le réseau permet d'accéder à la commande et donc permet d'accéder à la création. Alors que le jeu de société, c'est une différence qui m'étonne d'apprécier parce qu'en fait, j'apprécie son rapport au marché. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a très peur de dangerosité du capitalisme. Et cette notion de marché, elle est très capitaliste. Mais le marché du jeu de société, enfin le fait que ce soit un objet culturel lié à un public et lié à l'achat, j'ai l'impression qu'il n'est contraint que par est-ce que des gens vont être intéressés par ce jeu, ils vont l'acheter, ils vont le conseiller. Et donc, en fait, il n'est filtré que par son public, que par les gens à qui c'est destiné. Alors que l'architecture, ce qui me gênait, c'était que c'était filtré par les gens qui allaient avoir le budget pour faire le projet. Et donc, c'est des gens qu'il faut convaincre et qui ne sont pas du tout les personnes qui vont utiliser les bâtiments. Et donc, c'était pas ce que j'aime faire. Moi, j'aime imaginer un projet pour les gens qui vont le vivre. Et c'est là où jeu de société et architecture, c'était extrêmement proche. Parce qu'en plus d'être des métiers que j'aimais pour leur créativité, en fait, tu fais des objets pour des gens qui ne seront pas toi. Et les jeux de société, c'est pareil, que ce soit une maison, c'est pas toi qui vas vivre dedans. Et donc, il faut apprendre à connaître les gens qui vont vivre dedans. Et un jeu de société, tu ne seras jamais dans la boîte quand les gens vont y jouer. Et c'est important de comprendre quel genre de personnes vont y jouer. Est-ce que c'est des gens qui aiment énormément réfléchir ou des gens qui veulent découvrir les jeux de société alors qu'elles ne connaissent pas forcément et elles veulent avoir de la facilité à rentrer dans cette expérience. Et donc, il faut comprendre à quel type de personne tu veux t'adresser et tu ne seras pas là. Il y a des notions d'ergonomie, de design, etc. très très proches dans les deux métiers. Donc, c'était une passerelle facile à faire. Et ces deux métiers, j'ai l'impression, me correspondent beaucoup parce que c'est plein de notions qui m'intéressaient naturellement avant, l'ergonomie, l'esthétique, etc. C'est peut-être une reconversion, mais pour moi, c'était une continuité de ce qui m'intéressait. Et chez All Chap, quand je suis arrivé, c'était pour faire de la direction artistique. Et c'est là où c'était encore plus lié au travail d'architecture parce qu'on me demandait d'amener des propositions sur justement ces notions esthétiques et ergonomiques. C'était extrêmement intéressant parce que comme on était une toute petite équipe, au quotidien on était 4. Il y avait aussi Thomas qui faisait partie des fondateurs, qui était là sur la réflexion avec nous, mais qui avait un autre métier, donc il était là lorsqu'on faisait surtout des week-ends de travail tous ensemble. Mais au quotidien on était 4 personnes et comme c'était une petite équipe, on faisait en fait tout le monde faisait un peu tout. Même s'il y avait des responsables de différents pôles, ça m'a permis aussi de voir les autres aspects de l'édition. Comme tous les aspects sont passionnants et permettent de mieux comprendre comment faire un projet, ça nous a, tous les quatre, permis
surtout moi qui débarquais, parce qu'eux, ils avaient énormément d'expérience, moi, d'apprendre énormément de tous les aspects du métier. Ouais. Et effectivement, j'avais vu ou lu quelque part, je ne sais plus, que toi, tu t'étais auto-formé. Enfin, d'un seul coup, tu avais essayé de récupérer ta culture ludique, t'alimenter d'énormément de jeux, tout ce qui s'y avait pu se faire, etc., pour que tu te mettes un peu à un niveau de ce qui est existant, quoi. Oui, mais ça, je pense que ça venait de 2 phénomènes. C'est que à All Chap, toutes les personnes qui étaient là avaient une culture énorme. Antonin, il est tellement passionné qu'il connaît toutes les nouveautés, il les comprend, il les emmagasine vite. Et donc, il était assez impressionnant par rapport à ça. Et les autres aussi, qui jouent depuis longtemps, qui se posent des questions très fines depuis longtemps. Je pense que c'était à la fois pour pouvoir dialoguer avec eux, pouvoir moi aussi leur apporter des choses. Et aussi, je pense que je suis d'une nature curieuse. Je me rendais compte que ce média me correspondait énormément, avec le moins de technologie possible, pour aller vraiment à l'essentiel. Cette recherche de l'essentiel qui est importante, qui me correspondait. J'ai eu à la fois un besoin et un plaisir de comprendre ce qui avait été fait jusqu'à aujourd'hui. Et c'était même pas calculé, c'était pas une démarche de travail, c'était entre une soif et une utilité. Une envie de se nourrir, quoi. Voilà. Est-ce que tu étais joueur de jeux de société quand même, avant par exemple d'arriver chez All Chap? Alors, la belote, les jeux de cartes, j'ai joué énormément. Étudiant, j'y passais sûrement un quart de mon temps. Donc oui, on jouait beaucoup. Mais les jeux de société modernes, je ne les connaissais pas. Les premiers jeux que j'ai eu à la maison, c'était Looney Quest et Sherlock Holmes Détective Conseil. Okay. Les premiers jeux modernes, même si Sherlock Holmes, c'était un vieux jeu. Quand j'ai commencé à bosser avec All Chap, je pense que j'avais que ces 2 jeux à la maison. D'accord. Enfant, j'adorais jouer aux jeux de société, mais ma famille n'aimait pas ça. Donc ça n'a pas été ma culture. Et adolescent, mes amis n'aimaient ni les jeux vidéo, ni les jeux de société. Donc comme les jeux vidéo, c'est facile à faire en solitaire, je faisais ça en solitaire. Et donc ça n'a pas fait partie de ma culture, ni le jeu de rôle, ni le jeu de société. Alors que si j'avais été dans un groupe qui appréciait ça, je pense que oui, je ferais partie de ces personnes qui auraient beaucoup joué pendant l'adolescence et après jeune adulte. Mais en fait, je n'étais pas dans ces groupes-là. Donc tu as développé cette culture ludique en travaillant finalement. C'est ça, en arrivant. C'est pour ça que sûrement que j'ai eu besoin de redécouvrir tout ça, parce que j'avais un gros retard sur ce qui existait en fait. Parce qu'il y avait des propositions géniales, au moins ces 10 dernières années, qui avaient été produites. Quand on arrive en retard, on retient que les meilleurs. Je pense qu'au jour le jour, il y avait peut-être des propositions qui étaient moins passionnantes que celles qu'en fait, 10 ans après, on avait retenues. Donc moi, je voyais que les pépites que les médias avaient retenues. Donc oui, je voyais que des jeux qui amenaient énormément de choses. Et est-ce qu'il y a un jeu qui t'a fait l'effet waouh, justement, un peu en disant « Ah ouais, ce genre de jeu, c'est carrément possible » Je pense... Je ne me suis pas posé la question, mais je pense que c'est King Domino. Ça raconte sûrement beaucoup de choses. Parce que King Domino, ça arrivait juste au moment où moi je suis arrivé. Et ça correspondait énormément à ce que je peux apprécier en tant que joueur, de mettre spatialement des choses sur la table, des scoring très simples, très accessibles. Il n'y a presque aucune règle. Donc je pense que ça a coché toutes les cases de ce que j'aimais. Et ça a sûrement participé à mon plaisir de réfléchir à des jeux. Et après, le premier jeu que j'ai fait... Alors le premier, il y a aussi Complice qui est sorti exactement en même temps. Un de mes 2 premiers jeux qui est sorti, qui est Acropolis, ça découle de mon amour pour King Domino. Donc je pense que ça a été très très influent, King Domino, dans mon parcours. Oui. Alors avant d'aller sur Acropolis, justement, tu parles un peu de Complice. Comment tu as été amené de travail de développement à avoir ton nom sur la boîte de Complice, sorti chez All Chap Game? Toi, tu as participé aussi à l'aspect créatif. Comment ça a switché en fait un peu? Alors déjà, l'envie de devenir auteur de jeu, je pense que je dois quasi intégralement à Antonin, avec qui on a eu énormément de discussions de game design, de développement des jeux quand on travaillait ensemble. Donc c'est Antonin Bocara. Antonin Bocara, pardon. Ouais. Et il avait cette telle énergie créative que je pense que ça m'a fasciné et j'avais à chaque fois du plaisir à affiner nos échanges. Et sûrement que je me suis dit oui, c'est possible d'être auteur de jeu parce que j'avais comme modèle Antonin. Donc je pense que c'est ça qui m'a... Parce que c'est difficile pour tout le monde de se dire en fait, autrice et auteur de jeu, ça existe, c'est possible. Et je pense que pendant des années, je ne savais pas que c'était un métier qui existait. Comme architecte, quand j'étais adolescent, je ne savais pas que c'est un métier qui existait. Il faut dire qu'il n'y a pas non plus de formation qui forme à être auteur ou autrice non plus. Y avoir des modèles, je pense que c'est important pour les personnes qui en fait sont des médias qui leur correspondent mais qui ne savent pas qu'on peut s'impliquer dans ces médias-là. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'importance à ce qu'on ait des modèles d'autrices femmes, parce que je pense qu'il y a énormément de femmes qui ont des idées tout aussi intéressantes que les hommes, mais par manque de modèles, on peut craindre... c'est plus difficile de s'identifier, plus difficile de se dire qu'on peut avoir une place équivalente. Donc je pense qu'aujourd'hui, alors heureusement, il y a de plus en plus de modèles femmes autrices qui font un travail fabuleux, qui servent aux nouvelles autrices à se sentir en confiance. Mais je pense que c'est important de continuer à favoriser cette démarche-là, cette présence-là.
Et donc Antonin, je pense que pour moi, ça a été un modèle pour me dire je peux croire en cette activité. Et donc en tant qu'éditeur, on faisait du développement. Et donc c'était les mêmes réflexions que le travail d'auteur. Et donc en fait, c'était un apprentissage du travail d'auteur, tout ce travail éditorial. En même temps que je me renseignais sur les jeux qui existaient, je me disais, mais on pourrait faire ça autrement, on pourrait faire ça autrement. Donc très vite, j'ai eu des embryons de prototypes. Et après, de passer d'un embryon de prototype à la suite, c'est le travail long de plein de prototypes nuls, pas intéressants, longs à développer. Et donc en fait, ça c'est une inertie très très grande parce que je pense que pour toutes les autrices et auteurs de jeux, il y a plein de projets et certains qui vont au bout et certains qui ne seront pas assez pertinents mais qui auront servi à alimenter la masse de réflexion. Avant de devenir auteur, c'était ce bouillon de réflexion chez All Chap et petit à petit des premières réflexions sur mais j'aimerais bien faire ça autrement, additionner les unes aux autres. Je reviens sur Complice. Tu as trouvé un twist, en fait, je crois, pour aboutir le jeu. Tiens, refais le pitch du jeu. Dans Complice, on est un duo. Ça, c'était présent dès le début, mais on est un duo qui vont partager des informations pour suivre un parcours et éviter des obstacles. Ce qui nous a semblé essentiel, c'était que les deux personnes puissent, à force égale, avoir besoin des informations de l'autre. Et effectivement, la toute première version de ce prototype, c'était Antonin et Arthur Anguilla qui avaient bossé dessus. J'étais pas du tout encore dans le projet. Et même, ils avaient fait ce projet au moment où je suis arrivé chez Hotchap, donc sûrement un tout petit peu avant. Et je crois que c'était les premières réflexions de game design auxquelles je participais. Et donc, dans leur projet, une personne avait les yeux fermés et l'autre le guidait. Et on sentait tous ensemble qu'il manquait ce besoin d'équivalence du besoin de l'autre. Et j'étais déjà en train de travailler sur des idées de jeux vidéo avec ces notions de dualité, de couleur, etc. Et sûrement de ces réflexions-là est venue facilement cette idée de filtre coloré. Parce que tout ce qui est scientifique, etc., c'est tout le temps des choses enfants qui m'intéressaient. Donc j'avais des notions peut-être qui me venaient facilement sur ces questions-là. Et donc j'ai proposé à Antonin cette solution de filtre coloré pour leur jeu avec Arthur. Et en fait, Antonin estimait que ça apportait tellement d'éléments supplémentaires qu'il préférait m'inclure dans ce projet avec eux, me proposer de faire un projet à 3 pour développer Complice. Voilà, l'idée c'était que chacun ait des informations visibles en fait, mais différentes en fait, grâce au filtre bleu ou au filtre rouge. Oui, le filtre amène ça. Ouais. Il nous manque des informations et comme c'était des filtres de 2 couleurs différentes, chaque personne du duo possède la moitié des informations et donc a besoin de la moitié de l'autre pour pouvoir avancer. C'est très malin, ça fait penser aux lunettes de Pif Gadget, c'est ce qui a dû t'inspirer peut-être. Oui, complètement, les trucs, même en 3D, des dinosaures, etc. Ouais, exactement. Ouais. Et donc tu l'as évoqué, effectivement, c'est ce travail de développement qui t'a ouvert des possibles vers la création toi-même. Comment tu es arrivé à Acropolis ? Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, il y a ton background d'architecte, bien sûr. Voilà, comment ça a cheminé pour toi, ce projet ? Acropolis, ça n'a pas du tout été mon premier prototype. J'avais sûrement, depuis 2-3 ans, fait plein de prototypes. J'étais dans une ludothèque avec mon fils et on s'éclatait sur Splendor, je crois, et sur les bâtisseurs. Et je me suis dit que les projets que je faisais étaient vraiment trop initiés, experts. Parce que j'avais plus d'amour pour les choses mathématiques, etc. Donc très vite, je partais maladroitement dans des choses avec beaucoup de calculs, de réflexion. Et je pense que c'était de l'immaturité par rapport à mon travail d'auteur. Et je me suis dit que non, mon plaisir, c'était ces jeux très accessibles. Et donc, je me suis posé pour me dire qu'est-ce que ça pourrait être un jeu que je peux proposer à des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Et donc, c'est là où j'ai eu envie de ce projet d'Acropolis. Au final, Acropolis, c'est un jeu qui est un peu accessible, mais qui reste quand même très calculatoire pour un public familial, parce que c'est tout le temps ma nature à avoir du plaisir pour les choses calculatoires. Mais il était plus familial que mes prototypes que je faisais avant. Et la première piste sur ce projet, c'était une vision de la fin de la partie où on allait avoir une forme qui reflétait notre partie et qui était différente de nos adversaires et de la partie précédente. Et donc j'avais dès le début envie qu'à la fin ça ressemble à ça. Mais je ne savais pas quelle mécanique j'allais choisir pour arriver là. Et en fait, j'ai essayé une première mécanique en voyant les défauts et j'ai essayé une vingtaine de versions différentes où je savais où je voulais arriver, mais ça le faisait maladroitement. Et donc, parfois, on partait d'une idée de jeu en partant d'une innovation mécanique ou en tout cas d'un plaisir mécanique et on le développe.
Et là, c'était vraiment l'inverse. Je savais vraiment à quoi je voulais que ça ressemble à la fin, mais je ne savais pas comment y arriver. D'accord. Voilà. Tu fais partie du MALT, Oui. Ouais, donc le bureau des auteurs sur Toulouse. Ce collectif d'auteurs, ça permet d'aider aussi justement à peut-être sortir parfois des choses bloquées. C'est des choses que vous travaillez ensemble. Énormément, oui, ça a été très présent dans Acropolis. Donc c'est une association, comme il y en a au moins une vingtaine en France, où des autrices et des auteurs expérimentés et débutants qui arrivent, présentent des prototypes, échangent des conseils, des critiques, aussi tout un tas de conseils par rapport à comment accéder à l'édition. Et donc moi, quand je suis arrivé aux soirées au Malte, la première fois que j'ai présenté Acropolis, il y avait Benoît Turpin et je ne connaissais pas du tout à l'époque, Alexis Allard aussi. Et ce premier prototype qui était assez maladroit, les deux l'ont beaucoup aimé et ça m'a énormément motivé à avoir confiance en ce prototype et à avoir envie de continuer à le développer. Et donc leur retour critique, mais aussi leur enthousiasme pour le jeu, compte beaucoup dans la confiance en soi pour continuer à développer, parce que quand on n'a pas de recul, on peut beaucoup manquer de confiance en soi sur la pertinence d'un projet. Et donc oui, ça amène aussi ça amène des critiques et de la confiance. Savoir que tel projet peut être pertinent à développer. Donc j'ai continué à beaucoup leur montrer les différentes versions d'Acropolis. Ils ont été très présents dans les retours critiques sur les différentes phases du développement. Ça s'est fait aussi plusieurs fois en dehors du Malte, où je les ai vus ensuite pour discuter de projets ensemble, de prototypes ensemble. Mais Benoît a été très présent dans les moments clés du développement d'Acropolis. Surtout qu'à un moment, par rapport à la notion de hauteur, je voulais cette notion de hauteur en empilement de tuiles depuis le début, mais il n'y avait qu'une couleur de quartier qui scorait par rapport à la hauteur. D'accord. Et en fait, Benoît me disait que c'était tellement intéressant, cette notion-là dans cette couleur, que c'était idiot de ne pas le faire pour tout le jeu entier, que le jeu ne repose pas là-dessus. Et c'était une évidence à partir du moment où on l'a testé. Et c'est Benoît qui s'est dit que c'était encore mieux de l'appliquer à l'ensemble des couleurs. D'accord. Voilà. Donc oui, il a été très présent dans le développement du jeu. Et ces associations-là sont importantes, je pense, ou en tout cas les regroupements d'autrices et d'auteurs, parce que on ne fait pas un jeu tout seul. Il faut avoir une vision personnelle et très déterminée, mais c'est grâce au retour des autres, aux critiques des autres, sans prendre toutes les critiques, parce que ça devient une bouillie parfois maladroite, mais c'est en écoutant et en filtrant les critiques des autres qu'on arrive à avancer. Et donc c'est très collectif souvent comme travail, le jeu de société, en tout cas tel qu'on le pratique en France. Et je ne connais pas le travail ailleurs, mais en tout cas j'ai la conviction qu'il y a une immense émulation en France sur la création de jeux de société. Et ça vient peut-être du travail collectif où au moins entre autrices et auteurs, et ensuite avec la maison d'édition, ça continue à un travail de dialogue qui met les mains dans ce prototype et qui a son regard extérieur et qui continue à le développer, à le tirer vers le haut. Et donc c'est en permanence un travail très coopératif, inventer des jeux de société. Ouais. Et comment tu as trouvé un éditeur ? Est-ce que ça a été un chemin difficile ? Alors pour Complice, c'était de la triche parce que c'était au sein d'Olchap et j'étais déjà dans la maison d'édition. Et pour Gigamic, c'était à moitié de la triche parce qu'en tant qu'éditeur depuis quelques années, je commençais sur les salons à rencontrer des consoeurs, des confrères. C'est déjà des personnes avec qui je pouvais aller voir, être moins timide, à oser les solliciter et à leur proposer des projets. Donc j'avais déjà commencé à présenter des projets à quelques maisons d'édition. Gigamic, je crois que je ne les connaissais pas du tout. Il y a eu le Covid, je pense, à ce moment-là. Donc il y avait moins de festivals et moins d'occasions pour les maisons d'édition de rencontrer des autrices, auteurs et prototypes. Et donc, avec le Malte, Gigamic avait organisé une journée à Toulouse de rencontres de prototypes. D'accord. Et donc on avait envoyé des pitchs de jeux, des visuels de jeux. Et on avait un rendez-vous, comme ça se fait là aujourd'hui à Vichy, sur les festivals. Donc j'avais un rendez-vous, un créneau pour présenter 2 projets, je crois. D'accord. Et c'est comme ça qu'à Delphine Brennan, qui a été la chef de projet chez Acropolis, c'est comme ça que je présentais ce projet. Et ensuite, il y a eu plusieurs phases où ils l'ont testé, etc. Il y a eu plusieurs versions avant que le jeu les convainque complètement. Mais c'est comme ça, oui, que j'ai pu rencontrer un éditeur. Parce que je pense que pour les autrices-auteurs qui découvrent le milieu, en tout cas de jeux de société, c'est assez difficile de savoir comment commencer. Et donc les 2 meilleures portes d'entrée, c'est les collectifs pour avoir des conseils et les festivals. Parce que c'est facile d'avoir un rendez-vous sur un festival et d'être en contact des maisons d'édition. S'il n'y a pas ces 2 portes d'entrée, c'est assez difficile en fait, de savoir comment s'y prendre pour les rencontrer. Le travail de développement avec Gigamic, ça fait changer des choses profondes. Enfin, je crois que le thème a changé. Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui ont été modifiées en profondeur ? Oui, ça a changé plusieurs choses. Et tant mieux, parce que j'estime que moi et que n'importe quelle créateur n'est pas en capacité de faire l'idéal, en tout cas de ne pas faire mieux que soi-même. Et donc ce dialogue avec une maison d'édition,
Ce qui est génial, c'est que ça permet de tirer le jeu vers le haut, au-delà de mes capacités propres. Donc heureusement qu'ils ont su tirer le jeu ailleurs. Le thème du jeu, le fait de faire des villes, c'était présent très très tôt, même avant d'essayer plein de mécaniques différentes. Cette thématique, je pense que c'est parce que c'est une thématique avec laquelle j'avais de l'affinité. Et aussi, j'ai toujours été passionné d'archéologie. Le jeu vidéo que je faisais, c'était justement sur la mythologie sumérienne. Et la première version d'Acropolis, ça s'appelait Uruk. Uruk, c'est la première ville sumérienne, mais c'est aussi la première ville humaine. Et donc, c'était ce jeu où on bâtissait les premières villes humaines. Aussi, c'était cette thématique-là parce que les premières versions du prototype, c'était des tuiles qui avaient la même forme que King Domino, qui étaient des tuiles rectangulaires. D'accord. Ou carrées, je ne sais même plus. Parce que les villes sumériennes, c'était des villes à étages, en terrasse et orthogonales. D'accord. Ensuite, l'hexagone est arrivé parce que c'était bien plus généreux, il y avait plus de possibilités, moins de frustration de combiner 6 côtés que uniquement combiner 4 côtés, donc on pouvait plus facilement faire des agencements. C'est ça qui m'a motivé à adopter l'hexagone. Et donc, le thème sumérien avait moins de pertinence et parlait très très peu. Gigamic considérait que ça ne parlerait pas forcément au public, et donc ils m'ont proposé la thématique de la Grèce antique, qui est juste une transposition de la thématique de ville sumérienne. Je trouve ça extrêmement pertinent comme démarche, donc on l'a adopté tout de suite. Effectivement, plus abordable en fait dans sa thématique. Mais je ne savais pas que la forme des tuiles avait été changée au moment du développement en fait. Non, je pensais que c'était dans le prototype. initial. Si. En fait, il y a eu une vingtaine de versions du prototype. C'est impressionnant. Pendant le développement à la maison avec Gigamic, c'était déjà les hexagones. Ah oui, non, d'accord. c'était lors des nombreuses itérations que je suis passé de l'orthogonal à l'hexagone. Okay. La première fois que j'ai présenté à Gigamic, il y avait encore une seule couleur de quartier qui profitait de la hauteur. C'était pas encore toutes les couleurs qui profitaient de la hauteur. Ensuite, j'ai proposé une deuxième version où toutes les couleurs avaient la hauteur, et c'est là où le jeu était encore plus pertinent et ça les a convaincus, ils l'ont signé. Mais on avait déjà commencé à avoir des échanges de réflexion sur le prototype. Et pendant le travail de développement, il y a eu un peu d'équilibrage, mais ça, c'est pas intéressant, c'est forcément de l'affinage du jeu. Mais l'apport majeur, je pense que c'était sur la notion des petits cubes de pierre, donc de l'économie du jeu. Parce qu'en fait, il y avait un manque de tension sur l'économie. C'était géré autrement, pour l'expliquer, où quand on achetait une tuile, on posait sur les tuiles précédentes, sur les tuiles moins chères, on posait les cubes que l'on dépensait. Et donc, on achetait une tuile, on récupérait aussi tous les cubes qui avaient été accumulés dessus. Ce qui faisait qu'on avait énormément de cubes, et donc il n'y avait pas de tension sur le fait d'acquérir des cubes. Et j'avais proposé plusieurs solutions maladroites pour résoudre ça, parce que j'avais vraiment le sentiment qu'il fallait cette petite tension pour qu'on ait envie d'aller chercher une tuile éloignée, pour qu'on ait envie, on gagne des pierres en recouvrant. Donc ça motivait aussi la notion de recouvrement, que j'avais envie de faire vivre. Comme je connaissais mon résultat final où je voulais cette ville en 3D en hauteur, et je voulais qu'on soit motivé à générer cette 3D. Et donc je voulais motiver à générer l'empilement. Et donc ce besoin de pierre devait être important. Il était assez faible dans la version qu'on travaillait pendant longtemps. Quand Gigamic l'a testé en festival, ils ont aussi identifié qu'il y avait vraiment ce manque de tension qui posait problème. Et donc là, on a fait un travail de développement, on a testé une autre solution qui est la solution actuelle et donc a résolu ça. Donc c'est vraiment ce nœud de l'économie qui a été très importante à identifier avec eux et résoudre avec eux. Ok, c'est très intéressant. Et alors combien de temps de développement il y a eu sur le jeu ? Sur le prototype, je suppose qu'il y a eu 2 années en pointillé parce que je ne travaillais pas sur un projet à la fois et j'étais surtout à plein temps sur le travail d'éditeur, de direction artistique. Donc 2 années, c'est vraiment en pointillé le soir quand j'étais dispo. Et après, avec la maison d'édition, je ne sais pas trop, mais ça a été... je pense que ça s'est étalé sur 6 mois où parfois je travaillais seul et parfois c'était en discussion. Mais la discussion intense avec Gigamic, je pense que c'était plutôt 1 mois d'échanges intenses, ponctués de petits moments où je faisais beaucoup de tests dans mon coin et après je leur faisais part de mes conclusions. Forcément, on va arriver à l'As d'Or, puisque donc premier jeu en solo et tu remportes l'As d'Or en 2023. Comment toi tu as vécu ce moment et comment dans l'année en fait précédente, avec l'accueil du jeu, etc., tu as senti un peu l'émulation arriver ? Alors je pense que c'est important de dire que j'ai très peu de confiance en moi. Et donc, à Acropolis, j'ai essayé de faire le meilleur jeu possible par rapport à mes goûts, parce que j'avais peur que ce soit extrêmement nul. Et donc, j'ai mis tous les efforts possibles. Et une fois que c'était signé, j'estimais encore que n'importe quel jeu, il y a énormément de chances qu'il fasse un flop très très vite.
Et donc, c'est pour ça que je me suis énormément investi, même quand on n'avait pas de temps de discussion avec Gigami, qui a continué à faire des tests pendant le temps de développement avec eux, parce que j'aimais ce projet, parce que je pense que c'est un projet qui correspond beaucoup à mes goûts, et j'étais sûr que, comme la plupart, il ferait un flop très vite. Ensuite, quand il est sorti, on a eu des très bons retours des boutiques, enfin quand il est sorti. Gigami présente les jeux aux boutiques avant la sortie, et donc j'ai pu participer aussi à certaines journées de présentation, et donc j'avais des super retours, donc ça commençait à me mettre en confiance. Et c'est là où j'ai accepté que j'ai ami qui me disait que c'était un jeu que eux ils trouvaient avec du potentiel, et que mes amis testeurs aussi qui appréciaient ce jeu. C'est lorsque je l'ai présenté aux boutiques que j'ai accepté qu'en fait il y avait peut-être du potentiel. Effectivement, lors de la sortie, j'ai été surpris et très heureux de voir qu'effectivement ça correspondait aux attentes en fait, de beaucoup de monde qui avait des goûts très proches des miens. Et j'avais fait un jeu qui me ressemblait, mais en fait qui ressemblait aussi à pas mal de monde. Et donc j'étais très heureux de la sortie, du succès. Très vite, on a vu qu'il était en rupture et qu'il était apprécié. Je pensais pas du tout à l'As d'Or, même si ce que vise l'As d'Or, c'est-à-dire des jeux qui peuvent plaire à des gens qui n'ont pas l'habitude, c'est aussi ce que je vise moi. Moi, j'avais besoin à ce moment-là avec Acropolis de faire un jeu que je pouvais mettre facilement entre les mains de gens qui voulaient découvrir les jeux. C'est une porte d'entrée, quoi. Comme une porte d'entrée. Oui, voilà. Je pense qu'en général, les jeux que je fais, j'ai besoin de faire des portes d'entrée, ou en tout cas des jeux que des gens très joueurs ou pas joueurs puissent s'y retrouver ensemble autour de la table et apprécier. Et en fait, je pensais pas du tout à l'As d'Or, mais ça visait un peu les mêmes choses que peut viser un prix comme l'As d'Or. Et avant la nomination, j'y croyais pas, et avant le prix, j'y croyais pas non plus. Donc, parce qu'il y a la même année, il y avait énormément de très bons projets, donc pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, et parce que c'est le mien, j'ai peu de recul, et je sais qu'il me plaît, mais je sais pas à quel point il peut plaire aux autres. Donc voilà, donc c'était beaucoup de plaisir, mais beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises, Ouais, c'est ça. beaucoup de surprises. Et est-ce que du coup, pour toi, tu as ressenti un avant et après As d'Or, justement? Ça a changé des choses dans le milieu ludique, dans ta façon d'appréhender des jeux? Oui, avec le recul, ça a changé des choses. Sur le moment, je me rendais pas compte que ça pouvait changer quoi que ce soit. Mais avec le recul, ça m'a donné de la confiance, je pense, ce dont je manquais beaucoup. Après, le regard des autres, j'ai pas l'impression qu'il ait changé, parce que comme j'étais encore éditeur, je connaissais beaucoup d'autres maisons d'édition. Donc on se connaissait en tant qu'amis ou collègues, enfin consoeurs, confrères, et j'étais pas devenu plus intéressant pour eux du tout. Donc ça n'a pas changé. Ce qui a le plus changé, c'est la confiance en moi-même, en ma capacité à faire des idées qui pouvaient plaire à d'autres personnes que moi. Et donc, c'est là où je me suis plus investi dans mes projets en tant qu'auteur. Ça pouvait être viable de continuer à faire des projets. Un sentiment de légitimité, finalement, d'être plus légitime en tout cas. J'ai pas envie de passer beaucoup de temps à faire un projet pas viable où je passerais un an dessus et où ça se pèterait la gueule. Et donc là, je me suis dit, non, en fait, tu peux faire des projets qui peuvent avoir une pertinence éditoriale, qui peuvent avoir une pertinence sur le marché. Donc je me dis, tu peux continuer à faire des projets en tant qu'auteur sans que ce soit du temps et de l'énergie perdue. Voilà. Et alors, donc là, cette année, il y a eu Backstories, qui est sorti en juin, je crois, de mémoire. Donc là, tu es dans du jeu un petit peu plus narratif. Complètement. Complètement, même d'ailleurs. Et inspiré un peu du jeu vidéo. Je trouve, complètement. Tu peux parler un petit peu de cette histoire avec Anthony Perron, du coup? Ça, c'est un projet que je dois à Anthony, parce que c'est Anthony qui a eu les premières idées, toutes les premières énergies sur ce jeu. Là où il a beaucoup de points communs avec moi, là où on se retrouve, c'est que lui aussi, quand il est arrivé dans l'univers du jeu de société, c'était en même temps que moi, et il connaissait rien au jeu de société. Le premier prototype qu'il a fait, c'était quasiment de l'improvisation, sans culture sur ce qui existait. C'était un prototype génial qui est devenu chez Blue Orange, comment ça s'appelle en français, Knock Knock Dungeon, je crois. Donc j'avais rencontré au off de Cannes quand il animait ce prototype. Et lui aussi, il vient de la culture du jeu vidéo. Donc tous les deux, on partageait cette même culture. Et donc ça faisait des années que j'avais envie de travailler avec lui, parce que j'étais complètement fan de sa manière d'aborder les jeux, de réfléchir, qui est une manière que je trouve très en dehors de la boîte, très différente de moi qui suis trop rationnel. J'appréciais sa capacité à être peu rationnel, et j'enviais sa capacité à être peu rationnel. Et donc j'avais envie de travailler avec lui, et à ce moment-là, il m'a proposé ce projet de jeu qui flirtait avec le point and click, de jeu narratif, parce qu'on était tous les deux fans de point and click. Voilà. Donc du coup, la mécanique du jeu, tu peux nous la représenter? On va faire des actions grâce à des cartes qui ont une fenêtre, un rectangle perforé dans la carte. Donc, chaque carte avec une fenêtre, c'est une action qu'on va appliquer sur un paysage. Par exemple, je vais prendre, ou je vais observer, ou je vais parler avec des éléments du paysage. Donc quand je vais utiliser ma carte action sur le paysage, je l'applique au dos de la carte paysage, et au dos, il y a tout un tas de textes qui correspondent à nos différentes actions, mais je ne vais voir dans la fenêtre que le texte qui correspond à mon action,
parce que sur les autres cartes actions, les fenêtres sont à d'autres hauteurs. Mhm. Et donc ça ne révèle que l'action qui me correspond. Et c'était ça, ce plaisir minimaliste où en fait il n'y a pas d'informations en trop. On ne voit dans cette petite fenêtre que ce qui nous concerne à ce moment-là. Et ça, cette petite fenêtre, c'est Anthony qui avait cette idée dès le début. Avant même le projet, il y avait déjà cette invention géniale de sa part. Et on essayait de l'appliquer à des jeux assez compliqués. C'était des jeux où on fouillait dans un manoir pour trouver des petits fantômes, etc. Donc on a tourné autour de plusieurs idées de jeux pour concrétiser ce qu'elle pouvait amener cette mécanique. C'est là où on est allé beaucoup plus vers le point and click, qui était vraiment l'inspiration d'origine de ce jeu. Et ensuite essayer d'épurer la mécanique, parce que c'était pas des cartes, c'était des petites enveloppes où on glissait des cartes à l'intérieur. Donc on avait un petit travail d'ergonomie pour essayer de simplifier l'expérience, pour qu'on ne voit que la pureté, un peu la magie de ces cartes perforées, pour être au service d'une expérience fluide sur ensuite des scénarios qui allaient être plus riches. Et c'est plusieurs scénarios, puisque là il y a une première boîte, donc Seul sous la glace, et une prochaine qui arrive en novembre. Ouais, les Noces d'émeraude. Donc là, en fait, après, ce sont des scénaristes aussi qui prennent le relais en complément d'une mécanique de jeu que vous avez mis en place, c'est ça, hein? Quand on a commencé à bosser avec la boîte de jeu qui est la maison d'édition de Backstories, on devait avec Anthony faire des scénarios. Au début, le projet, c'était une boîte avec 3 scénarios. Donc on a commencé à bosser sur un premier scénario avant d'attaquer les autres. Et ce qu'on produisait, quand la boîte de jeu le testait avec du public, en fait, c'était pas assez pertinent. Et c'était très important qu'il y ait l'exigence de la boîte de jeu en face, parce que ce qu'on veut, c'est pas absolument qu'on nous dise parfait sur tout ce qu'on fait. Ce qu'on veut, c'est que le projet soit le mieux possible. Et donc, c'est dur de se rendre compte qu'on n'était pas capable de faire quelque chose d'aussi fin que l'optimal, que ce qu'attendait la maison d'édition. Mais en fait, c'était très sain que la maison d'édition attende des choses bien plus qualitatives que ce qu'on arrivait à produire à ce moment-là. Et donc on a essayé un autre scénario, on a fait beaucoup d'échanges, on a fait plein de choses. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte avec la maison d'édition qu'on ne serait peut-être pas capable rapidement de faire un premier scénario viable et intéressant, et qu'on continuerait dans le long terme de faire d'autres scénarios, mais que c'était bien de commencer à bosser avec d'autres scénaristes pour produire des scénarios. Et donc Benoît Bagnier, qui est le responsable de la boîte de jeu, c'est avec lui qu'on a la plupart des échanges sur Backstories, a proposé à Jérémy Ducré, un ami à lui, et qui a fait déjà un jeu, et même un autre qui était en train d'arriver chez la boîte de jeu en tant qu'auteur. D'accord. Donc ils ont commencé à bosser sur un scénario. Ils ont extrêmement bien avancé, ils avaient des idées très fortes, très claires dès le début. Et nous, avec Anthony, on continue à bosser sur d'autres scénarios. On a aussi essayé séparément. On a fait plein de propositions. Et en fait, ça n'a jamais eu les qualités, enfin en tout cas dans les scénarios sur lesquels j'ai travaillé, ça n'a jamais eu les qualités de ce qu'arrivaient à faire les autres scénaristes qui commençaient à travailler sur les prochains projets de Backstories. Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté de... Enfin, il y a certains projets, on est dit non, mais non, lui... il ne sera pas assez bon, autant l'abandonner. Et à force d'avoir des projets abandonnés, j'ai arrêté d'essayer de produire des scénarios. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est que des scénaristes extérieurs qui sont en train de travailler sur Backstories. Anthony, il a continué à produire des scénarios, mais je ne crois pas qu'il y ait de scénarios à lui qui soient encore assez aboutis pour être dans le calendrier, dans le planning des prochaines boîtes qui vont arriver. Alors c'est vrai que c'est aussi un métier à part presque, hein, scénariste. C'est un vrai métier à part, en fait, l'écriture. C'est un métier qui me passionnait, mais en fait dont j'ai pas assez la culture, pas assez les compétences. Il y a des ficelles, quoi. Et je le vois, auteur de jeux de société, il y a plein de raccourcis qu'avec la culture qu'on arrive à avoir. Et c'est des raccourcis quand ce n'est pas notre culture. Je pense que énormément de temps pour faire cette même démarche. Scénariste, il y a beaucoup de raccourcis que je ne comprends pas et que je ne maîtrise pas. Et donc c'était un travail immense, sans résultat intéressant. Alors avant d'évoquer tes projets à venir, j'aimerais qu'on fasse une parenthèse sur la Société des auteurs de jeux. Oui. Parce que ça fait partie de ton actualité de l'année. Oui. C'est-à-dire que Benoît Turpin, en tant que président, a passé la main au festival. C'est un modèle pour ça. Voilà, au Festival de Cannes. Et toi, tu as accepté de faire la coprésidence au mois de mars, je crois. Lors du festival, il y a l'Assemblée générale de l'Association des autrices et auteurs de jeux. Et à ce moment-là, on est proposé le nouveau bureau, la nouvelle assemblée AG, le CA. Le CA, merci, c'est ça. Et donc le groupe de personnes qui allaient faire partie de la force de proposition et d'action de la SAGE. Et donc dès février, on a commencé à travailler le nouveau bureau. Et ensuite, il y a un vote au sein du CA pour valider cette équipe de trésoriers, secrétaires et présidents. Et on voulait, depuis un an, que ce soit une coprésidence et pas une présidence,
parce que c'est énormément de responsabilités, de travail, et qu'on veut que ce soit pas une personne qui incarne ça, mais que ce soit incarné par un groupe, parce que c'est vraiment un travail de groupe. Et donc la coprésidence, déjà, désindividualiser l'image que pouvait représenter la SAGE. Pourquoi tu as accepté cette mission, cette proposition de mission? Parce qu'il faut quand même se dire, voilà, c'est un engagement. J'ai souvenir d'avoir écouté une interview que tu avais faite il y a 1 an, je crois, avec Simon Dupastan, où tu disais que tu voulais t'engager un peu plus dans la SAGE, mais que non, jamais tu serais président. Ouais, c'est bien ça. C'est drôle. Aujourd'hui, je ne suis plus coprésident de la SAGE. D'accord, j'ai pas mis mes fiches à jour. Vous n'avez pas communiqué. On l'a communiqué sur notre newsletter auprès de nos adhérents, mais on n'a pas fait beaucoup de communication dessus. J'ai accepté parce que c'est une mission que je pense très importante que porte la SAGE à propos de la reconnaissance des autrices et des auteurs, des discussions avec les différents corps de métier, de l'accès à ce métier pour les personnes qui ne savent pas comment y accéder, et c'est dont on parlait depuis tout à l'heure, qui sont des choses qui comptent beaucoup pour moi. Je pense que c'est pour le bien-être de la créativité de ce milieu-là. C'est des choses qu'il est important d'entretenir, que des nouvelles personnes arrivent et que les personnes qui soient déjà là aient toutes les clés pour continuer à produire et à créer de manière la plus saine possible. Et donc il faut des gens qui fassent ça. Ben en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent bien se proposer pour faire du travail bénévole, pour être disponible là-dedans. Ben, j'ai accepté parce qu'il faut qu'il y en ait qui le fassent. Voilà. Parce que je pense que c'est une mission très importante. Et ensuite, pourquoi je ne le suis plus aujourd'hui ? Parce que j'ai eu des moments difficiles de grosse charge mentale, de flirt, de burn-out, etc. En même temps, parce que c'est une charge de travail, mais aussi parce que dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, il y a eu plein de choses qui se sont accumulées qui étaient difficiles. Et donc c'était trop, et donc j'ai préféré, en discutant avec les différentes personnes de la SAGE, abandonner cette responsabilité-là. Parce que je ne m'en sortais plus avec mon équilibre personnel par rapport à ça. Et c'est important de se rendre compte et de vouloir le conserver surtout. Et dans tous ces métiers de passion, c'est extrêmement important pour tout et chacun de faire très attention à ça. Et on est toutes confrontées à ces problèmes-là et tout le monde se soutient parce que c'est que des passionnés qui font beaucoup plus de travail qu'ils ne devraient en faire. Et donc on est attentif et prudent et on prend soin les uns des autres par rapport à ça. C'est très important, vous avez bien raison. Il y a des nouvelles personnes qui ont rejoint le conseil d'administration entre-temps. Mais pour l'instant, Olivier reste président. Et toi, tu fais toujours partie du CA quand même ? Non, je ne fais plus partie du CA, même si j'ai toujours du plaisir à continuer à discuter avec eux des différentes problématiques pour apporter ma réflexion, si possible, parce qu'on a tout le temps besoin du recul des unes des autres pour avancer. Et il y a un gros travail qui était démarré depuis, bien engagé autour du reconnaissance du jeu de société comme objet culturel. Et ça, c'est vrai que j'imagine que c'est pareil, c'est souvent l'ascenseur émotionnel parce que entre les changements de gouvernement, les ministres, les députés, l'Assemblée nationale qui a explosé, etc. J'imagine que ça doit être dur de s'accrocher à ça. Ouais. Mais ça, Benoît, il avait fait un travail, Benoît Turpin, incroyable en tant que président. Et aussi, il y a un groupement des différentes structures professionnelles du jeu de société, le IGS. Et Benoît est encore très très impliqué dans ce groupement-là, dans la structuration, dans la dynamique de ce groupement. Et donc c'est surtout ce groupement qui est lié, confronté aux forces politiques. Et donc oui, ça c'est un travail énorme et fatigant. C'est clair. Et ce groupement a permis à la SAGE de moins travailler par rapport aux questions politiques et plus travailler par rapport aux autres entités professionnelles du jeu de société et aussi par rapport à ses adhérents. Ok, ce sera à suivre, c'est toujours intéressant de suivre ces évolutions. Je te propose qu'on arrive doucement vers la fin, donc qu'on parle quand même de tes projets à venir sur ce qui arrive bientôt. Alors là, il y a une extension d'Acropolis qui sort. Athéna, bien sûr, qui arrive dans un mois, oui. Voilà, ça va être la prochaine échéance. Et il y a d'autres choses à prévoir sur la fin de l'année ou sur 2025 ? Alors, il y a un deuxième scénario de Backstories qui arrive en novembre, Les Noces Émeraudes, on l'a dit. Il y en a un autre qui arrivera l'année prochaine, L'Embrasement, il s'appelle pour l'instant, de Quentin Guidotti et Benoît Bagné. Après, il y aura avec Mélodie Leblond, qui est co-autrice avec moi et qui est aussi, que j'ai rencontré quand elle était illustratrice et qui sera aussi illustratrice sur le projet, un jeu qu'on fait avec le Scorpion Masqué, qui sortira donc à peu près à l'automne de l'année prochaine, qui s'appelle Panorama, qui est un jeu de pose de tuiles encore plus familial qu'Acropolis, qui est vraiment un jeu avec des règles très très simples et accessibles, où on fabrique une sorte de petit paysage devant nous,
comme une carte postale en 2 dimensions. Et ça, je suis extrêmement content du travail qu'on est en train de faire dessus. Là, on est en train d'arriver à la fin du développement, on commence le travail d'illustration. Et ça a été un travail passionnant de travailler avec Mélodie, travailler avec le Scorpion masqué sur tout l'affinage qu'on a réussi à faire. Et ce sera Mélodie aux illustrations aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est aussi Mélodie qui va faire les illustrations. Elle m'a dit que c'était assez contemplatif comme jeu, je l'ai également interviewé pour le podcast. C'est un jeu mignon et pas méchant. C'est un jeu où on va prendre du plaisir et on est tout le temps récompensé, satisfait par ce qu'on est en train de mettre en place. Mais il y a des dilemmes où, comme dans Acropolis, on peut faire mieux que les autres, mais quoi qu'il arrive, on est déjà en train de faire bien devant soi. Voilà. Et ça, c'est tout pour mon activité de l'année prochaine. Et après, avec Blue Cocker, je suis en train de faire avec un autre ami, Martin, on est en train de travailler un deck building. Okay. Et ensuite, il y a aussi un projet avec Disto Studio, qui est une maison d'édition de Strasbourg, Maria et Luc, où on fait un autre jeu narratif qu'on a commencé à la même époque que Backstories. On a commencé à bosser là-dessus, mais qui est, comme Backstories, un travail énorme, qui demande tellement de travail que ce n'est pas encore finalisé. Là-dessus, on bosse donc avec un co-auteur, Jocelyn Debar, et quelqu'un qui maintenant, alors c'était le même parcours qu'avec Backstories, avec Jocelyn, on a d'abord travaillé des scénarios, et maintenant, il y a aussi un scénariste extérieur qui maintenant a repris le relais, et c'est Guillaume Montiage qui a bossé sur énormément de jeux narratifs. En tant que scénariste et en tant qu'auteur aussi. C'est l'auteur de Suspect, de plein de jeux. Donc maintenant, c'est lui qui travaille sur l'aspect scénaristique de Deck Adventure. Quelle est la mécanique du coup ? Tu tiens dans ta main un petit paquet de cartes. À chaque choix, tu vas soit pivoter des cartes, soit en retourner, soit en mettre derrière le paquet. Et donc ça va te faire avancer comme une sorte de petit livre dont tu es le héros plus simple en ergonomie, parce que tu vas pas chercher loin tes chapitres. Mais par contre, à force d'avancer dans l'histoire, à un moment, tu vas reboucler. Parce que les cartes que tu as mis derrière, elles vont revenir. En fait, tu vas vivre en boucle la même histoire avec des changements qui se sont opérés d'itération en itération. En fait, c'est ça le twist de ce jeu, c'est que tu vas revivre plusieurs fois la même histoire qui évolue. D'accord. À chaque fois. Et ça, c'est prévu pour quand, si tu vas bien ? Je ne sais pas du tout. C'est grâce à Guillaume, c'est en train de beaucoup avancer, mais je ne sais pas du tout quand est-ce que ce sera finalisé. Et est-ce qu'il y a déjà un nom de... Le prototype s'appelle Deck Adventure, mais ça ne s'appellera pas comme ça. Ok. Eh bien, écoute, on suivra tout ça de près. Si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu ? Tu serais plutôt solo, coopératif, compétitif, voire semi-coop ? Coopératif à fond. Enfin, coopératif solo, c'est-à-dire les jeux de 1 à 6. Parce que de nature, je suis extrêmement solo. Je suis très vite dans ma caverne. Je suis tellement passionné par ce qu'arrivent à m'apporter les gens avec qui je travaille que j'ai de l'amour pour le coopératif, mais une nature solitaire. D'accord. Si tu étais une mécanique de jeu, maintenant, laquelle serais-tu ? Il y a quoi comme mécanique de jeu ? Il y a du deck building, draft, pose d'ouvrier, le narratif. Le deck building, j'ai l'impression que ce que j'aime, c'est identifier les compétences qui me manquent et les faire venir dans mon petit trousse à outils pour tout le temps essayer de grandir, de continuer à grandir petit à petit. Pour progresser. Voilà. Ok. Et si tu étais un illustrateur ou une illustratrice de jeux de société ? Je serais qui ? Ouais. Dont le travail pourrait te correspondre en fait. Ah ouais, j'en sais rien. Je dirais que j'aime les choses à la fois très minimales et très proches des textures, de la matérialité. J'aime beaucoup le travail de Mélodie, c'est pour ça que je lui ai proposé de travailler avec elle sur différents projets. On a plein de prototypes ensemble, mais je ne travaillerai pas comme elle. J'adore le travail de Maud Chalmel, mais en fait, ça, c'est des individus. S'associer à une mécanique, c'est marrant parce que c'est très abstrait, très impersonnel. Donc il y a plein d'individus dont j'aime le travail et la personnalité. Mais j'ai plus de mal à m'associer à une illustration. C'est plutôt un dessin. Je m'associerais plutôt... je suis plus Piet Mondrian... c'est les tableaux très abstraits avec des lignes noires. Voilà. Si j'étais un tableau, je serais peut-être Mondrian. Ok, tu serais plutôt abstrait. Quoi. Ouais. Ok, ça marche. Minimaliste abstrait. Ça marche. Eh bien, écoute, si tu avais quelqu'un à me proposer à mon micro pour une prochaine interview, qui tu me proposerais dans le monde ludique ? Là, on est à Vichy et c'est marrant parce qu'il est juste en face de moi, mais donc ça me fait penser à Alexandre Aguilar. Je ne sais pas si tu l'as interviewé, non. Mais
Mais c'est quelqu'un avec qui je travaille beaucoup en ce moment et qui a une énergie et un caractère passionnant. Et donc je pense qu'il a surtout une très grosse actualité. Ça fait très peu de temps, c'est un petit nouveau du monde du jeu. D'accord. Il a déjà pas mal de sorties et il a de plus en plus une actualité passionnante. Donc je pense que ça sera très intéressant de discuter avec lui. Ok, il fait partie du Malte aussi, non? Non, Pas du il est à tout. Toulouse mais il ne fait pas partie du Malte. D'accord, ok. Mais c'est pareil du côté de Toulouse, quoi. Ouais. Beaucoup de monde sur Toulouse. C'est clair, c'est très très actif. Ouais. Ok. Écoute, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble et tout ce que tu as raconté. On termine le podcast comme on termine habituellement. Alors au jeu signé Jules Messot. Tu joues quoi? J'espère que cette interview de Jules Messot vous a plu. C'était la dernière de cette 2e saison. Si vous prenez plaisir à écouter ce podcast, parlez-en à vos amis joueurs. J'en profite pour vous remercier, et plus particulièrement les auditeurs fidèles et ceux qui me laissent des commentaires encourageants sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous retrouve en janvier pour démarrer ensemble une nouvelle saison. En attendant, jouez bien!